oui. Sans lui, on ne sera pas là. Hein. Vous pouvez l'applaudir. Bravo. Bon, mais non, c'est pas Bien. Donc, on va commencer. Ah bon? Il est seul. Et je t'attendais, tu sais, j'étais obligé de meubler. Je te remercie pour ta compréhension. Allez, vous permettez que je commence pour me détendre par une berceuse du nord de la France. Dors mon petit quinquin, mon petit pouchin, mon gros rougein. Tu me feras du chagrin si tu ne touches qu'à demain. Alors, trois couplets dans la définition, excusez-moi, trois composantes dans la définition de l'hypnose. Vous savez très bien, je l'ai répété, la relation réciproque entre deux personnes, une interrelation étroite avec le patient et le praticien, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Et effectivement, à partir de cette alliance, la transit hypnotique provoquée par le praticien, ce qui veut dire la rhétorique hypnotique, l'art de bien parler, hypnose. Eh bien, c'est de la première composante que je vais vous parler. Qu'est-ce qui se passe dans les relations entre les deux? L'alliance. On dit une alliance, il faut que le patient nous fasse confiance, etc. Qu'on installe la confiance avec le patient ou avec les enfants. Qu'on dit, il faut apprivoiser l'enfant, le petit prince est intéressant avec le petit prince et le renard. Mais qu'est-ce qui se passe dans la relation entre les deux? Un certain nombre d'entre nous veulent remplacer le terme suggestion par évocation, proposition, pour bien montrer, soit au praticien, soit au patient, que le patient demeure libre d'accepter ou de refuser cette suggestion. Cependant, si on se réfère à la définition du Robert, la suggestion renvoie à deux significations, pas une, deux significations. Soit elle est synonyme d'évocation, de proposition, je suis d'accord, soit elle se ferait active sans que la personne s'en rende compte. C'est de cela que je vais vous parler. Voyons Yves. Khalil Gibran. Khalil Gibran, c'est un poète libanais qui vivait la première moitié du XXe siècle. Il a été exilé à New York. Il a surtout écrit des États-Unis. Il a écrit Le Prophète. Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit « Parlez-nous des enfants ». Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Or, vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. » C'est vrai, pour définir la transhypnotique, nous les adultes, nous utilisons les compétences de l'enfant. En fin de compte, le processus hypnotique prend le chemin inverse du développement cognitif de l'enfant. C'est pour ça qu'on peut parler aussi d'une forme de régression cognitive quand on propose l'hypnose à un adulte. Pourquoi? Pour l'enfant, ou pour le développement cognitif d'un être humain, tout commence avec des perceptions. Nous avons
avant Piaget ne le savait pas. Nous savons que dès le dernier trimestre de la grossesse, l'enfant in utero perçoit. C'est le toucher d'ailleurs. Et s'est développé dans les années 2000 l'autonomie, où la maman, en touchant son utérus, peut amener l'enfant vers elle, vers sa main. Où on a mobilisé, nous les hommes, les papas, si on voulait participer à la grossesse. Et c'est amusant et c'est émouvant pour le papa de voir ce bébé in utero aller vers la main. Ce sont des perceptions tactiles. Il est attiré sur un plan tactile. On ne peut pas dire, tiens, c'est mon papa, je vais y aller déjà, lui dire combien j'ai besoin de lui. Même si le papa délire là-dessus. Heureusement qu'il y a des bons délires. L'enfant entend in utero. Entend in utero et entend de différentes manières d'ailleurs. Les oreilles, la peau, le rythme du liquide amniotique en fonction de la musique, et en fonction aussi du plaisir de la maman à écouter telle ou telle musique, par les échanges au cordon. Dès la naissance, l'enfant a aussi la capacité, c'est pour ça qu'on parle moins de sensation, et un bébé c'est un tube digestif, c'est disparu cette idée-là, parce qu'il reconnaît le sucré, la merde, et le salé, etc. Et il répond par des mimiques de satisfaction ou une grimace. Donc c'est important de savoir que cet enfant, grâce à ses perceptions, grâce à cette discrimination des perceptions, va commencer le stade sensorimoteur bien décrit par Piaget. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle d'hypnose avant 2 ans, c'est vrai qu'on va proposer plutôt à l'enfant du toucher, de l'odeur, des mobiles au niveau visuel, etc., pour permettre à l'enfant de se détacher du soin un peu douloureux qu'on peut lui faire. Donc, un manque de perception au départ. Ensuite, il y a l'imagination qui se développe. Et d'ailleurs, je ne savais pas que tu viendrais avec ton ours. Je peux pas. Je vois bien dire. Je te le redonne. Non, sincèrement, je te le redonne. Voilà. Avant 18 mois, l'enfant a besoin d'objets extérieurs. Il n'a pas encore intériorisé l'image. Vous gardez ça à l'esprit. Donc l'enfant a besoin soit d'utiliser l'ours. J'ai oublié mon doudou. J'ai pas mon doudou. Ah, si, j'ai mon doudou. Pour faire exister l'objet, c'est-à-dire de donner un sens à l'ours ou au doudou. C'est-à-dire, l'ours devient moi je deviens la nourrice, je deviens le papa, je deviens la maman. Et on commence des scènes. Et c'est des scènes de copier-coller, c'est-à-dire je ne fais que répéter ce que je vis. Non, n'en fais pas la tête, je te l'avais dit, je te le donne. Et regardez, il le sent pour savoir s'il a gardé l'odeur. Je comprends bien, on ne prête pas ça. Je suis attaché. Oui, puis on ne prête pas ça. On en est là. Et à partir de 18 mois, avec des grandes différences chez les enfants, à partir de 18 mois, l'imagination va se développer. Et c'est la première façon qu'a l'enfant de prendre le contrôle de sa réalité. C'est par l'imagination, c'est pas par rien d'autre, par l'imagination. C'est pour ça que l'enfant est doué à l'hypnose. Alors on est d'accord, au début c'est du copier-coller, puis vers, je dirais, peut-être une bêtise, vers 3-4 ans par exemple, l'enfant va devenir un véritable metteur en scène pour contrôler le réel. C'est-à-dire qu'il va changer les scènes, les situations qu'il a vécues, il peut les transformer, etc. Pour les parents, c'est à partir de ce moment-là où on doit apprendre à l'enfant une morale sociale. C'est-à-dire que tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Mais pour nous, les soignants ou les chercheurs, bravo l'enfant. On sait qu'il développe son intelligence et par son imagination, il va commencer à contrôler le réel. Et ça, c'est important. Et puis, petit à petit, va se développer le raisonnement, qui va mettre aussi des années. Je veux dire que vers 7-8 ans, par exemple, commence à se développer véritablement le raisonnement, la logique.
Et qu'est-ce que c'est que l'hypnose? On va contourner la logique de l'être humain, ce qu'on appelle l'esprit critique, la conscience attentive, la conscience d'action, pour travailler avec l'imagination. Et c'est avec cette imagination qu'on va pouvoir permettre aux patients de contrôler ou de modifier ses perceptions, ses sensations, de modifier au niveau de son corps un certain nombre de choses. D'accord? Donc on peut dire qu'effectivement, c'est en reprenant le comportement de l'enfant premier au niveau de l'imagination qu'on arrive à utiliser la transhypnotique. On peut presque parler d'une régression cognitive. Et je pense que un des meilleurs livres pour l'hypnose de Cyrulnik, on a écrit beaucoup, c'est L'ensorcellement du monde. Regardez. Ce qui captive le nourrisson, c'est la brillance des yeux qui suivent dès le premier regard. Et les basses fréquences de la voix qui captivent dès le premier mot. Boris Cyrulnik, dans ce livre, il y a vraiment un très beau chapitre sur l'hypnose dans le livre de Cyrulnik. L'homme, de par sa prédisposition à la parole, connaît doublement l'hypnose. Une première fois, grâce aux structures sensorielles perçues, comme un nouveau-né face à sa mère ou un homme devant un feu, et une seconde fois par la fonction sémotique de ses perceptions. C'est-à-dire par les symboles, par les images, etc. Donc pour l'hypnose, le chemin inverse, nous contournons le raisonnement pour mobiliser l'imagination et permettre au patient d'avoir une influence sur son corps. À chaque fois, je vous mets un ouvrage de référence. C'est bien de continuer à lire et de lire des livres anciens. Alors c'est Sándor Ferenczi. Ferenczi explique la relation hypnotique, on peut ne pas être d'accord aujourd'hui, comme une réactivation du complexe d'Oedipe, avec ce qu'il comporte d'amour et de crainte. Il écrit, pour lui, il y a deux types d'hypnose. L'une maternelle, basée sur l'amour, et une hypnose paternelle, fondée sur la crainte. Dites-vous que, remettez-le à l'époque, début du XXe siècle. Cependant, il a des fulgurances extraordinaires. Je n'accorde pas une très grande importance à une distinction rigoureuse entre hypnose paternelle et maternelle. Car il arrive bien souvent que père et mère changent de rôle. C'est extraordinaire déjà à l'époque. Je veux seulement montrer combien la situation produite par l'hypnose est propre à évoquer, consciemment ou inconsciemment, l'enfance dans l'esprit du médium, donc de l'hypnotisé, et à éveiller en lui ses souvenirs liés à l'époque de l'obéissance infantile, si vivant en tout être humain. Ida McAlpine, une psychanalyste aussi américaine des années 50, pense que l'hypnose implique le développement immédiat d'une relation transférentielle. Il se joue déjà beaucoup de choses sur le médecin ou l'infirmière ou l'infirmier. Alors elle dit, elle pense que l'hypnose implique le développement immédiat d'une relation transférentielle analogue à celle qui s'établit dans le cours d'une analyse, mais avec plus de rapidité. Gardez ça à l'esprit. Ce n'est pas simplement des petites techniques et des petits trucs comme ça qu'on fait avec nos patients, et hop, c'est terminé, bravo. Il y a plein d'autres choses qui se jouent dans la relation entre le patient et
le praticien. Les limites de l'enfant qui a mal au ventre. Je faisais une formation hier, avant-hier. Et on raconte un enfant qui a mal au ventre, qui a des douleurs de ventre, et qui vient tous les 1 mois et demi aux urgences, avec des douleurs de ventre impossibles, et j'ai mal, et voilà, toute une réaction corporelle est écrite à ces douleurs de ventre. Et effectivement, la médecine a recherché vraiment toutes les causes possibles, pouvant comprendre pourquoi cet enfant était dans la douleur, et on le garde hospitalisé, on lui donne des antalgiques, on va jusqu'à la morphine, etc. Et l'enfant a toujours ce comportement-là. Et la personne qui me relate ce cas-là s'arrête là, on dit on ne sait pas, on a tout essayé, on ne sait pas, même un peu râlé après lui, on ne sait pas. Et je pose la question, mais quand cet enfant n'a pas de douleur, est-ce que vous savez ce qu'il fait? Est-ce que vous savez ce qu'il est? Est-ce que... Elle me dit, ah non, on n'a pas demandé. On est centré. Et si cette douleur, puisqu'on ne peut pas dire qu'elle est d'origine au niveau du corps, admettons que c'est une manifestation de l'angoisse. Et si, en fin de compte, on revient à beaucoup ce travail qui se fait aujourd'hui en neurosciences au niveau des neurones miroirs, mais qui montre quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cerveau à notre insu. Et si c'était une partie de lui-même qui parlait, c'est-à-dire qu'il ne peut pas parler en construisant des belles phrases, qui ne peut pas dire « Maman, j'ai mal au ventre parce que je suis harcelé à l'école » ou parce que... pour d'autres raisons. Et si c'était cela qu'il fallait chercher? Et s'il fallait trouver un moyen que l'enfant s'exprime pour comprendre cette douleur du ventre? Est-ce qu'effectivement, il ne faut pas chercher, malgré cette douleur du ventre qu'il nous donne, pas chercher dans d'autres moments où il n'a pas mal au ventre? Et quelle situation pourrait lui donner cela? Parce qu'il vient régulièrement aux urgences. Et aux urgences, on l'hospitalise parce que rien ne fonctionne, et on l'hospitalise aussi pour rechercher un diagnostic. C'est normal. Mais on ne trouve jamais rien. Donc on pourrait imaginer qu'effectivement, si on garde cette notion qu'une partie de nous-mêmes peut s'exprimer à notre insu, mais pas avec un langage parlé, un langage articulé, que l'enfant, ou tout au moins l'inconscient de l'enfant, appelle au secours. Et que pour l'instant, on n'a rien trouvé pour l'aider, cet enfant. Mais on fait toujours un peu de la même chose. On verra par la suite. L'énigme de cette femme aux douches répétitives. Là aussi, je pense à une patiente qui a subi un viol et qui, effectivement, depuis, s'est développée en elle la répétition de douche, le besoin de se laver, le besoin de se nettoyer, et par la répétition des douches, ce lavage, mais vraiment 6, 7, 8 fois dans la journée, etc. Alors, on peut traiter, on sait que c'est un truc compulsif, on a aussi des traitements pharmacologiques qui peuvent aider, etc. Mais si on se dit qu'il n'y a aucune raison physiologique pour ces douches répétitives, et si l'inconscient nous disait quelque chose, on devrait faire de façon symbolique. Parce que qu'est-ce que son inconscient nous dit? C'est que son corps est souillé, il est sale, il est sali. Donc, est-ce qu'on ne peut pas transformer ça en travail symbolique, imaginaire? Comment nettoyer son corps? Comment nettoyer son corps, sinon en utilisant la pensée magique? Sinon, cette femme adulte, de retrouver un mode de fonctionnement de l'enfance où là, on contrôle en lui proposant un nettoyage magique. Vous comprenez? Puis pour se réapproprier son corps, c'est là où on peut se demander
comme c'est avec le sacrum, on peut se demander s'il ne faut pas utiliser une analogie, même si elle est mécréante, même si elle est très laïque, peut-être musulmane, peut-être juive, peut-être catholique, peut-être protestante, de considérer son corps comme un lieu de culte et qui a été vandalisé. Vous comprenez? Et parce qu'il a été vandalisé, qu'est-ce que font les croyants? Ils vont nettoyer ce lieu de culte. Mais ce n'est pas parce qu'il a été nettoyé qu'on s'est réapproprié ce lieu de culte. Donc il faut peut-être faire une cérémonie de resacralisation. Vous comprenez? C'est tout ça qui se joue à travers un symptôme présenté comme une compulsion répétitive, évidemment, des douches répétitives. Et de là, tout un travail peut se faire. Vous comprenez? Pensez aussi, parce qu'on nous apprend des tas de techniques sur l'hypnose, etc., et notamment, on fait référence souvent, je pense, à un certain nombre de pratications sur le body scan, qui est un exercice qu'on retrouve, qui est proposé en tant que mindfulness, en méditation. Mais le body scan, pour nous, il est sacrément intéressant, parce que c'est ni plus ni moins reconstituer un pulse. Son corps, qui a été morcelé, qui a été éparpillé par la violence du viol. Et c'est intéressant, là aussi, de proposer cette reconstitution du corps par le body scan, avec une voix enveloppante. Vous comprenez? C'est important ce que disait hier notre premier conférencier, Thibault. Lorsqu'il parlait de la voix, oui, parfois pour ces femmes, comme pour ces enfants, le body scan, c'est plutôt une voix enveloppante. C'est comme un versement. Et tranquillement, est-ce que vous pouvez prendre conscience de vos pieds? Simplement de vos pieds. Petit à petit de vos mollets, etc. On fait petit à petit. Ne pensez pas que c'est parce que c'est la technique, l'outil, parce qu'on reconstitue le pulse, c'est que le lien, c'est notre voix, une voix affective. Une voix enveloppante, une voix qui va bercer, montrer à cette femme qu'elle mérite d'être aimée. C'est tout ça qui se joue derrière. C'est pas simplement parce que je lui dis prends conscience de tes pieds, prends conscience de tes genoux, prends conscience de ton passage, prends conscience. Non, c'est ce qui se cache derrière. C'est la voix, c'est votre voix. L'hypnose, je confirme, se donne par la voix. La voix touche le corps. Et c'est vrai, cette voix renvoie à des souvenirs anciens ou à des représentations anciennes, où le patient était enfant et où le parent, bien souvent, la mère, oui, je suis désolé, nous les hommes, c'est souvent la mère quand même, savait tranquilliser cet enfant par sa voix douce et calme, avant de le rendre indépendant. Là encore, dans nos approches cognitives et comportementales, il ne fait pas bon de parler de la psychanalyse. C'est une connerie, évidemment. Tout est à apprendre et peut-être à rejeter. Il y a des choses qui sont à rejeter, y compris dans l'hypnose. Mais il y a des choses qu'on doit garder, qu'on doit comprendre et qui nous permettent de comprendre. Alors, Gilles et Breman, c'est des psychanalystes américains, ne sont pas loin de penser, comme je viens de le dire. Ils proposent aux soignants des indications suivantes. En fonction de la personnalité du patient, de son histoire, de ses attentes, du contexte dans lequel est utilisée l'hypnose, le thérapeute adopte l'une des 4 attitudes suivantes. Une attitude d'autorité, qui ne souffre aucune discussion et n'envisage en aucun cas l'éventualité d'un échec des suggestions. Je veux dire,
On partagera les honoraires. Je ne t'avais pas mis. Excuse-moi. C'est bon. Tiens. Pour vous dire ce qu'est la différence avec ce que vient de dire la première proposition de ces psychanalystes, la différence entre l'hypnose de soin et dans le soin et l'hypnose dans la psychothérapie. Tu t'appelles Julie. Je suis ta mère. Allez, Julie. Quand on est dans le contexte... Alors, Julie, elle aime les câlins, les tendre, et sa mère aime bien lui... Tu vois, pour que je fasse des choses avec les hommes, comment je suis obligé de... Excusez-moi. Et sa mère aime bien lui raconter des histoires, ou jouer au portrait chinois avec Julie, etc. Donc, premier moment, c'est un enfant, Julie. Julie, elle a su 7 ans. Bien parlé. Tu commençais tôt. Oui. C'est pour ça, j'ai demandé avant. Je vais compenser un peu. Elle est gentille. Elle aime sa maman. Est-ce que tu as mal au bras? Non, ça va bien, ça. Comment on va faire le tour? Ne vous moquez pas de Julie. Qu'est-ce que c'est que ces camarades? C'était copines. Oui, bon. Donc là, on est à la maison, dans un contexte de sécurité. Donc maman, elle est sympa, elle fait des câlins à Julie, elle lui parle doucement, on joue au portrait chinois ensemble, etc. On est dans le jeu et on est dans la tendresse. Je mets debout. Julie, c'est une enfant active, elle aime bouger, etc. Julie est une enfant active et la maman aime, comme c'est un appartement, la maman aime conduire Julie au parc. Et Julie, dans le parc, retrouve ses copines, et rit ensemble, etc. Mais là, il est l'heure, Julie, il est l'heure de rentrer à la maison. Et là, on doit effectivement traverser une rue passante. Et Julie, tu commences à courir, vas-y, Julie! Julie, donne-moi la main. C'est toujours la maman qui aime, mais là, elles lui disent des suggestions fermes, directes, en disant attention, Julie, qu'est-ce qu'on ne fait pas avant de traverser une rue? Voilà, tu traverses. Et là, la rue, le danger s'est éloigné, la maman libère Julie. C'est toujours la même maman. Pensez pas, elle n'a pas changé, c'est pas la maman qui s'est transformée en papa parce qu'on imagine qu'un père, ça doit être autoritaire. Mais simplement, la maman, de deux manières, à protéger et permet à son enfant de grandir. Pour la fermeté, attention, il peut y avoir danger et on fait des suggestions directes. Ou là, dans un contexte confortable, etc., un bureau de, par exemple, moi psychologue, un bureau de psychologue, etc., où on va pouvoir peut-être plus englober, entourer, ou utiliser le body scan avec une voix tranquille, douce, etc. Mais je ne vois pas la différence entre moi, cette façon de faire dans un contexte protégé où on va permettre la créativité du patient et cette façon de faire en urgence où l'adulte ou l'enfant est en difficulté par sa représentation du soin qu'il va faire, etc., par l'histoire du soin, et que là, on va le légitimer, on verra comment on légitime, on va le légitimer et on va lui proposer une solution. Mais une solution, il n'en a pas d'autre, il va la prendre. Et on va être ferme sur la proposition donnée. Vous comprenez? Parce que si on n'est pas ferme, ça ne va pas marcher. Si la maman n'est pas ferme, donne-moi la main, puis en même temps, on relâche la main, on a intérêt à foutre l'enfant à la lasse, parce qu'il sera peut-être mieux protégé que la maman qui n'est pas capable de maintenir l'enfant pour traverser la rue. Bon, j'exagère. Et vice-versa aussi, je pense. Oui. Et vice-versa, si la maman elle est anxieuse, elle peut donner des fausses suggestions à l'enfant et donc elle entrave son développement. Absolument. Alors là, on va le voir, on va remonter l'histoire. Tu viendras avec moi rencontrer Delboeuf et il nous parlera de Liébaud et de Vernet. C'est intéressant, c'est important. Voilà, ah oui, non, je n'ai pas fini. Donc, une attitude d'autorité. Hein. La deuxième approche, évidemment, elle est plus maternelle.
de tendresse, de sympathie, qui se veut sécurisante pour le praticien en hypnose. Une approche de tendresse, qui se veut sécurisante et qui va permettre la créativité du patient. Si on considère que si le patient est capable de construire un symptôme et de vivre le symptôme, il est capable de construire le traitement. Mais c'est possible que si il est entouré, si on lui montre toute sa compétence, etc. Donc une approche autoritaire, une approche maternelle, une attitude rationnelle, disent-ils, expliquant les phases du rituel hypnotique. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui on dit, et Erikson en parlait bien, la pantomime, montrons ce qu'on veut chez le patient. Mobilisons à son insu, son inconscient, ou c'est le rôle miroir, pour avoir le résultat escompté. C'est mieux de lui montrer, quand on veut une lévitation, qu'on veut ça, que de dire, de faire la lévitation sans lui avoir montré le résultat qu'on souhaite. Vous comprenez? Ça, c'est important. Et la dernière, c'est, on a des enfants comme ça, on a des adultes dans la consultation de la douleur, ou peut-être en psychothérapie. Quoique non, ils ne viennent pas. Une attitude passive, on est passif. On laisse, on donne l'impression au patient de garder toute initiative. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'à l'insu du patient, on adopte une attitude en fonction de ce qu'il nous donne. Et c'est important. Donc c'est vrai que ça implique une souplesse de l'hypnotiseur en fonction du patient. Et voilà. Ça, c'est Léon Chertok. Léon Chertok qui a été un de mes, je disais un de mes maîtres en hypnose, mais plutôt pas tout à fait. Mais il a écrit des choses très intéressantes sur l'hypnose. Le langage affectif est plus vieux que la parole. Et la dernière phrase, l'hypnotiseur fait don de ses paroles. La suggestion est reçue comme une bonne nourriture. C'est impressionnant. On est loin de techniques verbales, etc. Qu'est-ce qui se joue dans cette relation? À travers la voix, à travers le regard du praticien. Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que c'est pas ça qui est efficace au fin de compte dans la psychothérapie? Utilisons l'hypnose. Ma voix t'accompagnera. J'espère que vous l'avez lu, le livre de Rosen. Il y a des livres à lire comme ça, importants. Ce n'est pas simplement le titre d'un livre de Sidney Rosen, mais surtout des paroles très souvent employées par Erikson avec ses patients. Pourquoi il fait ça? Pourquoi on le cite dans le livre, et je veux que tu choisisses dans ton passé un moment où tu étais une très petite fille, et ma voix t'accompagnera. Erikson qui dit ça, un patient. Et ma voix deviendra celle de tes parents, celle de tes voisins, celle de tes amis, celle de tes camarades d'école, celle de tes copines de jeu, celle de tes maîtresses. Et je veux que tu te retrouves assise dans la salle de classe. Toi, petite fille, que quelque chose a rendue heureuse. Quelque chose qui est arrivé il y a longtemps, que tu as oublié depuis longtemps. Et on le dit, Erikson utilisait énormément ces phrases-là. Et pourquoi il fait ça, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il recherche? Et ma voix t'accompagnera où que tu ailles. Cette phrase lui donnait le pouvoir de maintenir le contact avec le patient en transe, sans souci de la profondeur de la transe, tout en servant de support pour les suggestions post-hypnotiques. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas?
On ne nous dit pas qu'il connaît bien que chez les adultes, même chez les enfants, il y a une voix intérieure qui peut ne pas être sympathique. Et que faire si elle, avec cette voix intérieure peu sympathique, les paroles bienfaisantes du thérapeute, ça risque de ne pas apporter beaucoup de résultats. C'est pour ça qu'il dit « ma voix t'accompagnera », parce qu'il est sûr de sa voix. Il est sûr de sa manière d'envelopper le patient. Vous comprenez? Si je devais vous interroger, et moi-même aussi, combien de fois une semaine vous lui dites ma chérie ou mon chéri, c'était sympa ce que tu as fait, c'était pas mal. J'aime bien ce que tu fais. Et combien de fois vous vous êtes remis en question? Combien de fois vous vous êtes dit je suis nul, j'y arriverai jamais, quelle conne que je suis? Combien de fois? Si vous équilibrez, tant mieux. Vous comprenez? Donc on a peut-être intérêt à faire un peu comme Erickson, et ma voix vous accompagne, ma voix est une voix bienveillante. Peut-être que votre voix deviendra aussi bienveillante que cela. Surtout quand on fait de l'éducation thérapeutique, ou surtout quand on utilise l'hypnose comme apprentissage pour réduire de la douleur chronique, par exemple. C'est important de se souvenir de cela. Ce n'est pas une vague parole. C'est une parole parce que Erickson aussi s'intéresse à la psychanalyse. Il connaît. On ne le cite pas, mais il connaît. Puis il s'est entouré de Jungien. Un peu l'école dissidente. Mais malgré tout, il s'est entouré d'analyses jungiennes. Et ce que dit Erickson. Et ma voix vous accompagnera, voilà, ok. Pour Erickson, c'est l'hypnose thérapeutique, 4 conférences, laisser la voix un moyen d'utiliser un indice familier à notre propre enfance pour la plupart d'entre nous. On ne fait pas n'importe quoi en hypnose. C'est bien ça qu'on recherche. Lorsque la mère baisse la voix pour verser et endormir, on dirait le père aujourd'hui, puisque quand même, les pères sont plus présents avec les bébés aujourd'hui qu'à leur époque. D'accord? J'en ai aussi un très beau livre à lire, L'être un jeune poète. Rilke. Maria Rilke, réserve Maria Rilke, dans un Lettre à un jeune poète, illustre très bien ce moment de la relation entre le patient et le praticien. Si vous avez lu le livre, si vous le connaissez, c'est la correspondance entre Rilke et un jeune officier prussien qui se targue d'être un bon poète amateur. Et Rilke, dans cette correspondance, joue les professeurs de versification. Donc il mobilise plutôt la logique et le raisonnement de ce jeune officier et non pas l'imagination et les émotions. Il explique le nombre de pieds, le nombre de vers, les alexandrins, etc. Seulement, voilà. À un moment donné, dans la correspondance avec Franz Capus, qui lui demandait son opinion sur un sonnet que ce jeune officier lui avait envoyé, voici ce que Rilke lui répond. Dans une lettre, ayant pris soin de recopier le sonnet de ce jeune officier. Vous voyez, j'ai recopié votre sonnet car j'ai trouvé qu'il était beau et simple. Ce sont de vous les meilleurs vers que vous m'avez permis de lire. Je vous envoie cette copie, car je sais combien il est important de redécouvrir son propre travail dans une autre écriture. Lisez ces vers comme s'ils vous étaient inconnus, et vous ressentirez de la manière la plus profonde à quel point ils sont les vôtres. La gratification, valoriser son patient, c'est pas ce qu'on fait et que l'on doit faire. Et même à la limite, quand on parle de ratification dans l'apprentissage de l'hypnose, rajoutez le G. Rajoutez le G. C'est plutôt une gratification. Ça doit s'entendre dans votre façon de parler au patient.
Vous comprenez? Et ça, c'est essentiel. Mais ce qui est aussi très important, on va le voir, c'est que la gratification, on va la rencontrer aussi bien dans l'hypnose, dans le soin, qu'ensuite, je vous donnerai des exemples, dans l'hypnose, dans la psychothérapie. Hein, vous savez très bien, hypnothérapeute, ça n'existe pas. Il faut être psychothérapeute. Et dans la psychothérapie, on utilise l'hypnose, vous le savez. Prenons l'hypnose dans le soin. Qu'est-ce qu'on dit à nos collègues infirmières, sages-femmes, aides-soignantes, quand c'est le binôme, aide-soignante, infirmière? On leur dit que mettre quelqu'un dans un état dissocié, mettre quelqu'un dans une hypnose, les hypnotiseurs de rue savent le faire, donc tout le monde sait le faire. Mais légitimer le patient, ça demande du boulot. Et en fin de compte, dans l'hypnose, dans le soin, quand un patient ou une patiente est désorganisée par son angoisse ou par la douleur qu'elle pressent avant même l'examen, etc., légitimer le patient, c'est pas simplement chercher à parler sur sa respiration. De toute façon, il a une respiration suspendue, on ne la voit pas. Respire un peu, mon Dieu. Et tu commences par l'inspiration. C'est très bien que c'est l'expiration qu'il faut commencer. Légitimer le patient. Vous comprenez? Légitimer le patient. On ne va pas pouvoir parler. On a du mal à voir qu'il respire tellement qu'il est prêt. Sa respiration, c'est une respiration d'action. Il est prêt à fuir ou il est prêt à agresser une infirmière ou il est prêt à pleurer, etc. Ou c'est une respiration courte thoracique. On n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir parler que des mots, etc. Puis qu'est-ce que va dire le patient ou votre collègue? Ça ne va pas avancer. Mais par contre, légitimer, c'est pas reformuler, c'est véritablement faire du copier-coller. C'est-à-dire quand le patient dit « j'ai peur », je pense à la veille d'une intervention chirurgicale avec une anesthésie générale, j'ai peur de mourir demain. La meilleure façon de montrer au patient qu'on l'a compris, c'est de dire avec tout ce que vous me racontez, je crois que j'aurai les mêmes peurs que vous. C'est ça, légitimer. C'est ça. Et là, il peut vous remercier. Et ensuite, il y a une phrase de transition. C'est pour ça que je vais vous aider. C'est pour ça que je vous tends la main et je vais vous proposer tel ou tel outil hypnotique. Entre nous. Mais qu'on va immédiatement lui proposer quelque chose. Ça, c'est important. On le gratte. Elle a le droit de s'exprimer de cette manière. L'adolescente, elle a le droit de rire aux éclats. C'est pas une résistance. Elle montre sa peur, elle montre son angoisse. On va l'apprendre en disant continue de rire, continuez de rire. Et en même temps, je vous demande de me suivre. Non, on ne va pas la nier, mais on la gratifie du comportement qu'elle nous donne. Et c'est pour ça qu'ils vont nous suivre. C'est la loi de réciprocité. Ils sont redevables de quelque chose. Au moment où on les a reconnus, et en les reconnaissant comme ça, ils vont nous suivre. Et ça, c'est important. La gratification, dans la psychothérapie, elle se fait aussi, ou dans le soin palliatif. Quand on dit à un patient, vous n'avez pas quelque chose à me raconter de quelque chose que vous avez aimé, qui vous plaît, etc. Et qui vous donne, par exemple, j'aime bien ce patient-là, souvent je le raconte, là où il est, il me demande que quand même je mette des fleurs sur sa tombe. Il était bénisse, il n'a plus que quelques jours à vivre. Et je lui demande de raconter une journée dans son atelier. Et comme vous avez appris, on lui demande de parler d'école. L'école, les différentes cols en fonction du bois, ce sont des odeurs. Les différents bois, quand on les travaille, ce sont des odeurs aussi. C'est du toucher. Le toucher du merisier, ce n'est pas du tout le toucher du chêne. Les sciures sont différentes aussi. Et que le patient nous raconte ça, comme si on était son apprenti qui veut nous faire aimer le métier, alors qu'il va nous dire au revoir dans 2-3 jours. Vous comprenez? Et que nous, on a tout ça
Puis on dit aux patients, ah, vous permettez, moi je deviens votre biographe, votre biographe. Et je vais vous redonner cela. Je vais vous redonner. Fermez les yeux et tout ce que vous avez appris. Et on redonne cela aux patients. Sans rien changer. Parce que si on met un mot, c'est qu'on dit, bah, votre discours n'était pas parfait, je vais rajouter quelque chose parce que je pense que c'est important pour vous. On revient sur deux mécanismes où le praticien doit faire gaffe. La projection, notamment la projection. C'est-à-dire de, oh bah, il n'a pas pensé à cela, on va... Non, bah, je vais rajouter parce que moi je sais que normalement il devrait le vivre. Vous comprenez? Là aussi, c'est des mécanismes liés que la psychanalyse a bien expliqués, notamment dans cette relation du contre-transfert. Vous comprenez? Donc là, véritablement, on redonne au patient. Le patient, il vous remercie. Puis nous, qu'est-ce qu'on est en train de lui dire? Que malgré tout, dans ce corridor de silence qui s'installe avant de mourir, il existe encore, il a encore des choses à donner. Vous comprenez? Et cette gratification, c'est nous qui lui donnons. Et c'est à la fin qu'on va rajouter innocemment, les innocents les mains pleines. Innocemment, qu'est-ce que vous foutez dans votre chambre l'après-midi? Parce qu'on parle comme ça. Hein. Là, je ne sais pas être. Et maintenant, qu'est-ce que vous foutez dans votre chambre l'après-midi? Il est en hypnose, je lui ai raconté. D'abord, en se racontant, il se met dans la transhypnotique. On est d'accord, c'est pour ça que pour Erickson, à la fin de sa vie, c'est facile de mettre quelqu'un en hypnose. Il suffit effectivement de l'interroger sur des ressentis. Hein. Donc il était déjà en hypnose, et là encore plus, parce que maintenant je suis le conteur, j'ai demandé de fermer les yeux. Et là, on va lui dire de cette manière, mais qu'est-ce que vous foutez dans votre chambre avec les perfusions? Regardez le plafond l'après-midi en attendant votre petite fille. Mais allez dans votre atelier, bon Dieu. On est comme ça. Je veux dire, on ne se moque pas de lui. Allez dans votre atelier. Qu'est-ce que vous foutez le matin? On sait que les toilettes, malgré un peu de morphine ou je ne sais pas quoi, les toilettes restent douloureuses. Mais laissez votre corps à l'infirmière et à l'aide-soignant. Allez dans votre atelier. Quand l'infirmière va vous interroger, ben vous répondez de votre atelier. Il n'y a pas de raison. Revenez pas dans votre corps, mon Dieu. Et la troisième chose, on m'a dit que vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Mais mon Dieu, qu'est-ce que vous foutez encore dans votre lit la nuit quand vous ne dormez pas? Alors vous m'avez dit que vous avez un meuble à terminer, mon Dieu. Ben allez, à l'atelier. Puis au bout d'une heure et demie, vous retournez dans votre lit, vous dormez. C'est comme ça. Mais ce n'est possible que si, effectivement, on lui montre que le discours qu'il donne est déjà à valeur, en quelque sorte, narcissique, à valeur thérapeutique. Il existe encore. Il va nous dire au revoir. Mais il existe encore à faire partager des expériences à ceux qui sont debout, auprès de son lit. Vous comprenez? Le reparentage. Erickson en a parlé, et Erickson, quand on parle de reparentage, c'est Erickson pense à Erickson. Ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. Le reparentage qu'on utilise énormément, que moi j'utilise énormément, toujours, que ce soit la clientèle, j'ai une clientèle privée, que ce soit en maternité ou même au centre de la douleur, avec la douleur. Une personne nous raconte ses malheurs, son enfance, etc. Et que, grâce à notre façon de parler, notre façon de proposer en disant « Mais est-ce que votre mémoire ne peut pas... Vos parents ne sont pas vos parents. Je veux dire, ils ont perdu le titre de parents parce qu'ils étaient maltraitants, parce qu'ils vous ont oublié, parce que... etc. Ils perdent le titre de parent. Être parent, c'est celui qui éduque et qui aide. Donc ils n'étaient pas là, ou ils étaient violents. Donc ils perdent le titre de parent. François Zolto, qui a un peu décrié aujourd'hui, disait « L'enfant fait le parent à la naissance ». C'est extraordinaire. Donc vous remerciez le géniteur, vous êtes en vie, vous êtes avec moi, c'est pas mal, vous remerciez le géniteur, mais qui est le parent?
qui est la personne qui vous a donné de l'amour? Et si ce n'est pas la personne, qui est l'animal qui vous a donné de l'amour? Et si ce n'est pas l'animal, qui est l'objet transition de ton ours? C'est pour ça que tu faisais la grimace quand je te disais, attention, c'est à moi. Vous comprenez? Et on va reprendre tout ça en disant, voilà, fermez les yeux, monsieur ou madame, je pense à des femmes en maternité, fermez les yeux, et je vais vous raconter la véritable histoire de la tendresse, ce qui va vous faire devenir maman, et d'avoir confiance dans vos possibilités. On raconte comme un conte de fées, tout ce qui était négatif, etc. Et on reprend à la fin ce qui va être important pour elle. Par exemple, le nounours, elle se blottissait contre lui. Tu lui parles encore? Moi. Oui, on t'a dit arrête de... C'est ça, j'ai 46 ans. Oui, je comprends. Il y en a beaucoup, hein, les enfants, 6 ans, ils parlent moins, ils deviennent silencieux, ils ont peut-être du pot qui te... T'es là, ah, d'accord, c'est bien, hein. Bravo. Ouais, je te gratifie. Hein. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on va effectivement utiliser les moments sensoriels et émotionnels qu'on a avec l'ours ou une grand-mère ou une voisine, et voilà, pour lui montrer qu'elle peut devenir maman en récupérant tout ce qu'elle attendait, en retrouvant les modèles de tendresse qu'elle a eus avec ces gens-là, mais pas les parents. Ils ont perdu leur titre de parents. Les parents en sang. Ils sont que des géniteurs. Donc, le titre de parent était à prendre. C'est pour ça que les deux Erikson et Marcel Pagnol, relisez Fanny, il y a la trilogie. Je sentais que tu me disais, Yves, tu vas le citer, Marcel Pagnol, et notamment dans Fanny, hein, où effectivement Marcel Pagnol parle de ce reparentage aussi. Les années 25-30, hein, alors même nous les psys, on était loin de parler de reparentage. Mais dans le roman, lisez la trilogie, vous revoyez les films, c'est un moment assez extraordinaire. Donc, les soins palliatifs, le reparentage, mais tous les premiers apprentissages, reprendre le discours du patient, et simplement, hein, vous partez de l'idée que, à partir du moment où on interroge quelqu'un sur un événement de vie, c'est Melchior qui est dans Créer le réel, à partir du moment où on interroge quelqu'un sur un événement de vie, on le met dans la proshypnotique. Donc ce serait couillon de ne pas s'en servir ou de repartir sur une hypnose formelle, etc. Il faut que ça soit dans la fluidité de la rencontre. Je vais vous donner un exemple qui est terrible. C'est qu'on impose aux sages-femmes au quatrième mois de la grossesse. Il y a des sages-femmes ici? Mais où elles sont? On impose aux sages-femmes, 4e mois de la grossesse, un entretien où les femmes doivent dire tout ce qui a été indésirable dans leur vie, les moments difficiles. Un peu con, hein? Vraiment un peu con. Alors effectivement, vous avez, je me souviens d'une patiente de 20 ans, de 25 ans elle avait, à 17 ans, a pensé avoir trouvé le prince charmant, on se rend compte que c'est un connard, il est parti, et a fait une tentative de suicide. Le vilain psychiatre, à l'écheton, il lui impose 15 jours d'hospitalisation en service de psychiatrie, parce qu'au moins, s'il a fait ressortir tout de suite, et si elle s'expose, si elle s'explose, il se sentira responsable, mais 15 jours, j'ai donné quand même, on a pu l'observer, on a pu l'entrer, j'ai donné quand même 15 jours, après, c'est un petit peu, bon, j'exagère, c'est parce que je t'aime bien. C'est important que le psychiatre aille mieux quand même. Je t'aime bien. Je suis pas d'accord avec ton regard. C'est pour ça, je vais prendre tes paroles, Et donc c'est marqué sur le dossier, elle pleure. Elle pleure. Alors on marque sur le dossier, effectivement, qu'elle a fait une tentative de suicide avec une hospitalisation de 15 jours et qu'elle pleure en racontant cela, c'est peut-être qu'elle n'a pas fait son deuil, etc. Et hop, après on passe le dossier au suivant. Hein,
suivant, à l'infirmière, au médecin suivant qui lit ça, etc. Puis à un moment donné, on disait, oh bah Yves, il faudra peut-être que tu ailles la voir, parce que, oh, non, 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 c'est pas comme ça. Elle ouvre la boîte de Pandore. Si je vous demande de raconter un souvenir dramatique il y a 15 ans, 20 ans ou plus proche, ben vous allez avoir les émotions correspondant. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, il faut fermer la boîte. C'est-à-dire que, là, par exemple, la sage-femme dit « Dis donc, il y a de l'eau qui est passée sous le pont. » Vraiment, parce que là, enfin, vous avez trouvé un nouveau chéri et vous avez décidé qu'il soit le père de votre enfant. Vous comprenez? Il faut la remettre dans le présent. On va le chercher dans le passé, on joue sur une hypnose négative, parce que là, ni plus ni moins, on redonne une hypnose négative, puis on dit « Au revoir madame, elle s'en va en pleurant de la consultation. » Vous comprenez? C'est ça qui est important, faire très très attention à tout ça. C'était chouette avec vous. Ah oui. J'ai vieilli, malheureusement, ou heureusement. Il ne faut pas redevenir trop sage quand même. Mais les femmes ont vieilli avec moi. Et les femmes que je voyais en gynécologie ou que je voyais en obstétrique, etc., en vieillissant, on était atteintes par des maladies, par le cancer du sein. Je forme aussi du personnel en cancérologie. Cancer du sein, cancer de l'utérus, tout ça. Toujours avec des femmes, hein, des hommes. Julie, non, votre part féminine m'intéresse. Parce que... Oh, vas-y. Oui, comment? J'exagère, hein. J'ai encore une place en consultation éventuellement, parce que ça fait depuis ce matin qu'il en prend beaucoup, le pauvre. C'est une patiente que, quand on dit la voix touche le corps, et cette patiente, elle me dit, voyez-vous, avec l'hypnose, on a l'impression de mettre sa main dans la main de quelqu'un. La voix qui touche. Me dit une patiente atteinte d'un cancer, et comme je tardais à lui répondre, j'étais un peu ému parce qu'elle me disait, elle ajouta avec une émotion sourde, vous comprenez, on est délivré de la peur. Fabuleux. Je vais revenir sur ce que tu nous disais. Je t'invite d'ailleurs à rencontrer Delboff. Delboff, c'est un philosophe liégeois qui contemporain de l'école de la Salpêtrière, l'école de Nancy, et il a eu une correspondance avec Freud. Il faut lire Delboff. Quand on lit Delboff, les ouvrages de Delboff, on a véritablement l'impression qu'il pourrait faire court aujourd'hui. Il est très très moderne dans sa pensée sur l'hypnose, etc. Et il nous raconte dans un de ses livres, tout au moins c'est un psychanalyste qui le raconte, c'est Dolkert. Il raconte cet épisode entre Liébaud et Bernheim. L'histoire de Liébaud et Bernheim est intéressante d'ailleurs parce que Bernheim, c'est professeur de psychiatrie de Nancy, et la communauté médicale de Nancy le pousse à enquêter sur Liébaud, qui est médecin généraliste, utilisant la suggestion pour soigner, etc. Et on pense que la communauté médicale de Nancy pense que c'est un petit charlatan, etc. Et qu'il faut véritablement qu'on aille voir ce qu'il fait véritablement. Et en fin de compte, Bernheim se rend compte que, ben oui, il soigne avec la suggestion, etc. Et une grande amitié s'installe entre Bernheim et Liébaud.
Et Liébaud lutte contre ces idées du magnétisme animal en disant que non, il n'y a pas de magnétisme, c'est plutôt l'art de la suggestion, etc. L'école de Nancy démontre aussi, Liébaud et Bernheim, que l'état hypnotique, c'est tout le monde, c'est pas simplement les grands hystériques, c'est pas simplement les femmes, comme à l'époque, c'est pas, non, c'est tout le monde. Et Liébaud, il a sa clientèle de médecine générale, et il rencontre des femmes qui amènent leur bébé moins d'un an, 1 an et demi, qui ont des problèmes de constipation et de diarrhée. Et à l'époque, Liébaud, il ne sait pas quoi faire, il n'y a pas de traitement, etc. Puis, comme il fait des recherches sur l'eau magnétisée, vous savez comment les médecins magnétisaient l'eau? On prenait une cruche d'eau, mettait de l'eau, puis avec leurs doigts, ils tournaient en rond comme ça, un certain temps. C'est vrai, c'est fou. Pour faire des... Alors, il a des petits flacons d'eau magnétisée sur son bureau. Comme il ne sait pas quoi faire, il dit à ses femmes, bah, prenez, c'est de l'eau magnétisée, prenez, et vous verrez, vous lui donnez une petite cuillère le matin, puis une petite cuillère le soir, puis dans les 2-3 jours, vous verrez l'enfant, plus de diarrhée, plus de diarrhée, plus de constipation. Alors il donne ça, et effectivement, les mamans reviennent contentes. Les enfants sont guéris. Alors, mais Liébaud n'est pas content du tout. Il dit, merde, ne le dis pas, je ne sais pas s'il l'a dit, mais il dit, mais en fin de compte, ça veut dire que l'eau magnétisée a de véritables effets. Donc, il écrit à Bernheim. Il écrit à Bernheim en disant, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce que véritablement, l'eau magnétisée a de véritables effets sur le corps? Et Bernheim, ami, lui répond, mais vraiment dans la lettre, il est très souriant, en disant, mais voyons, mon cher ami, vous allez faire de nouveau une expérience. Maintenant, quand vous aurez des femmes qui apportent des bébés avec des problèmes digestifs, etc., de constipation, de diarrhée, vous allez faire ceci. Vous allez prendre vos petites fioles, mettre de l'eau courante, comme ça, dans cette petite fiole, et sur les petites fioles, vous marquez « eau magnétisée » sur une petite étiquette. Et vous racontez le même discours. C'est-à-dire, à ces femmes, que vous verrez, c'est de l'eau magnétisée, il suffit de donner une petite cuillère le matin, une petite cuillère dans l'après-midi, et l'enfant, vous verrez, va aller mieux, il sera guéri. Et évidemment, ça marche. Évidemment, ça marche. Alors après, bon, on peut se poser la question, mais comment ça peut marcher? Comment ça peut marcher? C'est-à-dire qu'on a une influence sur les mères, et les mères ont une influence sur les enfants. À l'époque, on n'est pas dans les années 90, hein, avec nos collègues analystes, Isaac Stern aussi, un certain nombre de chercheurs autour de la petite enfance, qui se rendent compte qu'effectivement, une maman, par son angoisse, par son anxiété, peut passer effectivement chez l'enfant toute cette anxiété et que ça se manifeste par le mot est très fort, par des troubles psychosomatiques chez l'enfant, etc. Et il suffit que la maman soit rassurée, il suffit que la maman puisse parler de ses peurs aux soignants, mais parler de ses peurs à l'enfant pour que tout s'arrange. C'est-à-dire, à partir du moment où la maman prend de la distance par rapport à ses peurs, à partir du moment où la maman se calme, etc., ça a un retentissement sur l'enfant quand la maman le prend dans les bras. Mais il ne pouvait pas le savoir. Mais simplement, c'est intéressant de se rendre compte que peut-être que là commence l'étude sur le placebo. Vous comprenez? Parce que là, c'est impressionnant. Et allez lire toute cette période, l'école de Nancy, c'est des trésors extraordinaires. C'est là aussi, c'est intéressant de dire qu'il n'y a rien de magique dans les choses. C'est-à-dire il faut qu'on reste quand même rationnel, malgré qu'on ne comprend pas, et qu'un regard extérieur, des fois, ça fait du bien, parce que quand même, on se pose la question, il est médecin.
il a fait des études de médecine, et il croit quand même qu'il y a l'eau magnétisée qui va guérir la diarrhée. Alors qu'il n'était pas allé au-delà de... Mais à l'époque, on découvre ça en 1980, tu te rends compte, ça fait presque un siècle où on a dû se poser la question, mais aucune recherche n'a confirmé cela. Hein. C'est ça qui est extraordinaire. Fais dodo, Amandine, fais dodo dans les bras de ton père. Fais dodo, Simon, fais dodo dans les bras de papa. Fais dodo, fais dodo, fais dodo dans les bras de papa. Frédéric Le Boyer. Frédéric Le Boyer écrit « Les berceuses parlent une langue qui se passe de notes, une langue qui vient d'avant Babel. Elles n'appartiennent en propre à aucune religion, à aucune culture, à aucune race. Elles parlent la langue d'un pays sans frontières qui s'appelle le cœur des hommes. C'est pourquoi tous les bébés du monde les comprennent. C'est pourquoi toutes les femmes savaient le chanter. C'est la place de la voix dans certains événements de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte. La voix qui apaise, mais aussi la voix qui gronde. La voix qui endort, la voix qui complimente. La voix qui soigne le corps et l'esprit de la personne en souffrance. La voix de la mère, la voix du père et du soignant qui utilise l'hypnose. Léon Chertok, dans le non-savoir des psys, toute psychothérapie comporte deux dimensions. L'une intellectuelle, le savoir, la parole, la représentation, l'autre émotionnelle. Je vous remercie. Je voudrais illustrer quelque chose, pour ce que je veux dire. Je fais partie du jury de Tours, du DU de Tours, et au cours du passage du DU, il y a une infirmière qui tombe dans les tours. Et tout le monde dit, oh, de toute façon, c'est rien du tout, elle a l'habitude. Et non, quand même pas. Je vais la voir, ça a pris 6 minutes. 4 mois après, je reçois un mail. Votre regard et ce que vous m'avez dit a changé complètement ma vie. C'est comme quelque chose, une enveloppe s'était déchirée, et enfin, je suis moi-même. Ça a duré 5 minutes, ou 6 minutes, pas plus. C'est ça, et c'est l'importance. Alors que les autres disaient, bon, elle a l'habitude de tomber dans les pommes, bon, c'est rien, voilà. Je pense que c'est ça qui est aussi. C'est plus simple que ce qu'on peut croire. Oui, absolument. C'est ça, c'est notre attitude qui est là, pas tellement la technique elle-même. Oui, oui, c'est pour ça que c'est, malgré tout, pour tous nos enseignants, et pour nous aussi, malgré tout, il faut la technique au départ, sûrement, mais après, il faut apprendre et maîtriser, mais l'art, lui, n'apparaîtra qu'après. En fin de compte, quand on travaille avec nos jeunes, les étudiants en médecine ou les étudiants des autres écoles, c'est un petit peu ça. Il ne faut pas oublier que la médecine, la psychothérapie est un art. C'est un art dans le sens où on mobilise l'émotionnel, l'affectif, etc. Et que ce n'est pas une question de molécules chimiques, etc. ou d'appareils. J'ai bien aimé, hein. Je ne suis pas contre tous ces appareils qui étaient présentés hier, mais c'est quand même un petit peu comme les boîtes à musique. Aujourd'hui, une maman a un bébé, on apporte une boîte à musique à un bébé. Mais non, il faut apporter un livre de berceuse, c'est couillon, c'est pas... On met entre la maman et l'enfant une boîte à musique. Comme là, on met entre le patient et le soignant un bel instrument qui fait des odeurs, etc. N'oubliez pas deux choses. Erickson utilisait, au départ de sa carrière, il trouvait ça amusant, puis il pensait que, c'est pas ça qu'il trouvait amusant, c'est la il pensait que la boule de cristal permettait de cristalliser, enfin la journée matinée, permettait de focaliser le patient sur cette boule de cristal et lui permettre d'halluciner un événement de vie, etc. Et très très vite, il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas la boule de cristal.
Il fallait qu'il imagine le patient à la boule de cristal. Et c'est ça qui est intéressant. Là aussi, il faut mieux pousser les patients à retrouver dans leur mémoire sensorielle peut-être une odeur, peut-être une image, peut-être un son, etc., que de leur imposer. Vous comprenez? Et la boîte à musique, c'est ça. Une maman, même si elle chante faux, elle est berçante avec son enfant. Ou une maman qui ne connaît pas de berceuse peut dire sa liste de courses. Et tranquillement, elle va apporter le chocolat, acheter le chocolat, et peut-être des poireaux pour la soupe, etc. On peut faire une très belle berceuse sur une liste de courses. Oui, oui. Ben oui, vous comprenez, et c'est ça, et c'est ça. Et quand même, notre art de psychothérapeute, notre art même de soignant, hein, ben, c'est effectivement de reprendre ce que on pense que le patient a pu vivre, etc. L'hypnose de soins, je me souviens sûrement, quand on a commencé à proposer des techniques entre guillemets rapides, ce n'est pas des techniques rapides, c'est comment focaliser l'attention d'un patient et le basculer dans une dissociation pour réduire de l'angoisse et de la douleur. C'est ce qu'on fait simplement. Alors que dans l'hypnose, dans la psychothérapie, on va le basculer effectivement dans sa créativité, ça prend plus de temps, et on va le bercer un tout petit peu plus, et le gratifier pour lui permettre d'être créatif, et de trouver ça ou une solution, etc. Alors que dans l'hypnose de soins, on est obligé d'être rapide, hein, de basculer, etc. On nous a dit, oh là 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 là, mais non, non, non. C'est aussi aimer son patient, de l'aider à se sortir immédiatement de son angoisse ou de la douleur éventuellement qu'il ressent pour le faire passer vers plus de confort. Vous comprenez? Et c'est ça qui est important. Je sais pas. Parce que c'est important. Voilà. D'autres... Ça vous parle ce que j'ai pu faire? Je pense que ça correspond à votre façon de travailler. Mais continuez et pensez que quand même, il est intéressant de ne pas oublier des écrits de psychanalyse, des écrits de poètes, des écrits de romanciers, etc. Parce qu'ils nous alimentent aussi. Ils nous alimentent. Lucky Luke pas aussi. d'exclusion, mais plutôt... Lucky Luke aussi, c'est une bonne chose. Hein? Lucky Luke aussi, c'est une bonne chose. Je ne voulais pas Pour les gens parler des qui ont bandes envie de lire dessinées. des Je livres ne voulais pas parler des bandes complexes. dessinées. Blanche-Neige, avec Moi, sa j'adore. de course quand elle fait le ménage et tout, elle peut dire. Voilà. Non, parce que je l'ai gardé pour moi, les bandes dessinées. Le hiatus qu'il y a avec la psychanalyse, c'est surtout qu'on le voit comme une thérapie. Moi, je le vois comme un outil de réflexion. Et oui, un outil de réflexion. Et c'est ça qui m'a aidé dans ma pratique de l'hypnose et ma pratique aussi dans les ateliers de contes et métaphores. C'est quand même la psychanalyse qui m'a permis d'avancer. Je ne raconte pas une histoire, autre chose. Quand la fois, c'est ça, c'est ce hiatus. Oui, C'est un outil de réflexion merveilleux. fabuleux. Moi, je l'ai plus loin, fabuleux. C'est ça qui nous fait progresser quand on fait des plans d'ailleurs. C'est pas la technique elle-même, c'est retrouver notre place à nous. On va faire comme Rossi Wonderful. Ça va? Ah, merci. Merci beaucoup. Eh bien, merci de cette contribution.